Nous sommes le 23 février 2021, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. On retrouve Daniel Haïk à Jérusalem et Daniel, on le rappelle, nous sommes donc le 23 février et donc à un mois jour pour jour des élections législatives dans le pays en Israël, et ce matin le Yediot Aharonot consacre justement sa manchette à ce scrutin et définit les objectifs des principaux acteurs politiques. Oui Lana, et le Yediot Aharonot, on peut le dire, n'est pas désintéressé dans cette démarche puisqu'il reprend les principales déclarations faites hier par les leaders politiques israéliens lors de la convention annuelle du journal qui s'est tenue en Zoom comme le veut la situation actuelle. Benny Gantz qui a réagi dans ce forum à la lettre de quelques 130 officiers supérieurs de Tzahal qui lui ont demandé de se retirer de la course avec son parti bleu-blanc afin de ne pas faire perdre des voix inutilement au camp de la gauche. Eh bien, au lieu de me soutenir, a dit Benny Gantz, ces officiers me tirent dans le dos. Benny Gantz qui visiblement n'a pas l'intention donc de renoncer. Yair Lapid lui a été très clair sur un point. Oui, il est possible de former une coalition avec les partis de la liste arabe. Gideon Sa'ar lui a réagi à l'initiative du Likoud de se tourner vers l'autorité palestinienne pour qu'elle encourage les Arabes israéliens à voter en faveur de Netanyahou plutôt que de Bennett ou de Sa'ar. Un nouveau palier honteux a été franchi, a affirmé le leader du Nouvel Espoir. Et enfin, Naftali Bennett qui accuse Yair Lapid de se solidariser avec des supporters du terrorisme. Bref, hier, au cours de cette convention du Yediot Aharonot, les principaux leaders politiques se sont tirés dessus, on peut le dire. Et Sima Kadmon, en une du Yediot, reprend les propos de Benny Gantz et affirme qu'il n'a pas vraiment compris le message des officiers supérieurs, un message précis que l'on peut résumer ainsi. Benny, renonce car tu es en train de donner l'assaut sans le moindre soldat derrière toi. Dans le reste de l'actualité, le Israël Hayom, lui, ne semble pas s'intéresser ce matin à la politique, il lui préfère l'arène judiciaire. Effectivement, le quotidien gratuit mentionne en grand titre ce matin de son édition la décision du tribunal de district de Jérusalem qui a annoncé hier que l'audition des témoins de l'accusation dans le procès de Binyamin Netanyahou ne débutera que le 5 avril prochain, donc plus de 10 jours après les élections et même après la fête de Pessah. C'est un premier bon point pour le Premier ministre, mais ce n'est pas le seul. La Cour a également admis que la conduite du conseiller juridique du gouvernement dans les dossiers 1000, 2000 et 4000 et dans le début des enquêtes à propos de ces dossiers n'était pas conforme à la loi. Le docteur Avichai Mendelblit n'a pas donné son aval à l'ouverture d'une enquête contre le Premier ministre comme la loi l'oblige à le faire. Mais ce vice de forme important ne suffit pas, toujours pas, selon les juges, pour envisager l'annulation du procès. Amnon Lord, dans le Israël Hayom, se félicite de la décision des juges de ne pas entamer l'audition des témoins avant les élections législatives afin de ne pas s'ingérer dans la campagne. Et Yaakov Berdugo, l'un des soutiens conditionnels de Binyamin Netanyahou, écrit, toujours dans le Israël Hayom, que les juges ont repoussé les scénarios de mafia tracés, je cite, par Avichai Mendelblit. Et restons dans le Israël Hayom qui consacre sa manchette ce matin à ce qu'il appelle le défi de Purim. Oui, le journal, comme d'ailleurs l'ensemble de la presse écrite de ce matin et des sites d'information, souligne que le ministère de la Santé s'est fixé un nouvel objectif, éviter un rebond de la contamination qui serait due aux festivités de Purim, comme cela s'était produit il y a un an exactement, au début de l'épidémie. Et c'est pourquoi le ministère réclame donc l'instauration d'un couvre-feu nocturne de jeudi soir à dimanche, de limitation de déplacement et de réduction des transports en commun. Le quotidien souligne que même dans le secteur orthodoxe, on comprend l'enjeu dramatique de ces mesures et l'on a donc décidé que seuls les chassidim guéris du virus ou vaccinés pourront participer au grand Tish. Il s'agit de ces grands festins organisés par les différents rabbis chassidiques devant leur cour, si l'on peut dire. D'ailleurs, le Israël Hayom donne ce matin la parole à un dirigeant orthodoxe qui a été douloureusement touché par le virus. Il s'agit de Yehuda Meshizab, le fondateur de Zaka, qui a perdu, on le sait, le mois dernier son frère, son père et sa mère, et qui affirme ce matin clairement: les restrictions pour Purim vont sauver des vies, respectez-les. Le Maariv revient ce matin, lui, sur un développement sécuritaire important survenu hier. Oui, il s'agit de l'attaque par la marine militaire israélienne d'un bateau du Hamas et sa destruction au large des côtes de Gaza. Tal Levran commente ce développement et écrit que ce développement a un intérêt sécuritaire tout à fait particulier, même si tant le Hamas qu'Israël semblent intéressés à le minimiser. Et pour cause, au cours des dernières années, le Hamas a, on peut dire, changé son fusil d'épaule. Il a compris que les Israéliens avaient percé les énigmes des tunnels et a donc opté pour un renforcement de sa flotte offensive dans l'espoir de pouvoir surprendre Israël par voie maritime. Le mouvement terroriste est doté donc d'une unité de commando marin qui s'est fixée
fixé une mission donc de pénétrer à l'intérieur du territoire israélien. Et de facto, le Hamas a réussi à imposer sa suprématie sur son littoral maritime au large de la bande de Gaza. Et c'est justement la raison pour laquelle Tsahal a décidé de couler ce bateau palestinien. Il s'agit d'une forme de message envoyé par l'armée israélienne afin de dire au Hamas qu'il est tout à fait vigilant dans ses déplacements, dans les déplacements de ses forces, y compris sur le plan maritime. Le Haaretz, lui, se fait l'écho d'une importante conversation hier entre le nouveau secrétaire d'État américain Anthony Blinken et le chef de la diplomatie israélienne Gabi Ashkenazi. Oui, quelques jours après la première conversation téléphonique entre Benjamin Netanyahu et Joe Biden, les deux ministres se sont entretenus pour la troisième fois et côté américain, on indique que le secrétaire d'État a exprimé son soutien, on va dire très ferme, à la solution à deux États qui, selon lui, est la seule à pouvoir préserver l'État d'Israël comme État juif et démocratique avec à ses côtés un État palestinien viable et démocratique. Les deux ministres auraient également débattu, selon le Haaretz, des enjeux sécuritaires régionaux. Le secrétaire d'État américain Blinken aurait également pris l'engagement de rester aux côtés d'Israël face à des initiatives internationales anti-israéliennes. Et puis nous terminons cette revue de presse, Daniel, par un mot du Times of Israel qui nous présente aujourd'hui une Megillah d'Esther historique. Oui, nous approchons, vous le savez, à grands pas de la fête de Purim, et le Times of Israel nous relate l'histoire de ce rouleau d'Esther qui aurait plus de 500 ans d'âge et qui a été offert au cours des derniers jours à la Bibliothèque nationale à Jérusalem par la famille du philanthrope Michael Yeselzon. Il s'agit d'une Megillat Esther qui a été rédigée vers le milieu du XVe siècle en Espagne, donc avant l'expulsion des Juifs d'Espagne, et qui a été exceptionnellement bien conservée. C'est l'une des seules Megillotes de cette époque qui existe à travers le monde, a déclaré le conservateur de la bibliothèque. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias.